Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez mené une vie d'aventure sur le terrain comme sur le papier. Vous avez créé un royaume à votre mesure, ou plutôt à la démesure de votre imagination. Bonjour, monsieur le consul, ou plutôt bonjour, Jean Raspail. Bonjour. Mais écoutez, bonjour. On dit bonjour, monsieur le consul général. Oui, vous êtes consul général du royaume de Patagonie. Oui. On va en parler tout à l'heure. On en parlera, oui. On va parler aussi des Pickendorf, votre dernier livre, et de l'Anneau du pêcheur, mais on va aussi parler de votre livre. Le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, c'est de parler de votre vie à travers des dates clés. Et j'en ai une qui est très intéressante, c'est le 25 septembre 1951. C'est le départ d'une expédition de l'Alaska à la Terre de Feu. Vous êtes ce jour-là parti et c'était un grand événement. C'était mon deuxième très grand voyage. Et on peut comprendre que si je cite le précédent, ça ne tient pas, on ne sait pas pourquoi. Le précédent, un voyage, c'est mon premier grand voyage et j'étais encore très jeune, disons 21 ou 22 ans. Et ayant raté quasiment toutes mes études, je ne suis pas entré à l'université, mais dans les aventures. Et c'était de Québec à la Nouvelle-Orléans, en canoë. On dit, au Canada, on dit canot. Les Indiens disent canot. Et c'était le voyage sur les traces exactes des découvreurs français du Canada, c'est-à-dire Saint-Laurent, les Grands Lacs, le Wisconsin, le Mississippi, tout ce bazar qui a été que les auditeurs n'oublient pas que ce pays était français. Tout à fait. Tout ce pays était français et tout a été découvert par des Français. En partie d'ailleurs des prêtres et en partie des militaires d'ailleurs, tout ça au XVIe siècle, au XVIIe, voilà. D'autres un prêtre qui s'appelait Jacques Marquette. Alors, le découvreur de Mississippi, qui a découvert que cette rivière était le Mississippi et conduisait à Nouvelle-Orléans, était un jésuite, Jacques Marquette, qui était parti quasiment de Québec en canot, avec ce qu'on appelait de ce temps-là un coureur de bois, et qui était un célèbre Joliette, voilà. Et nous avons repris exactement le même parcours qu'ont tous pris les Français. Et ils laissaient de temps en temps des petits fortins ou des lieux qui étaient... J'avais les mémoires de Marquette avec moi. Et quand nous avons fait ce voyage, 4 chefs scouts, 2 canots, entièrement à l'aviron, à l'aviron, comme les Indiens, exactement. Et pourquoi ce goût des voyages? Pourquoi ce voyage, Jean Raspail? Ça m'est venu comme ça, et puis, c'était après la guerre, tout de suite après la guerre, à peu près, après la fin de la guerre, voilà. Oui. Et je crois que nous avons pris une crise de patriotisme, et nous avons dit, on va faire quelque chose de beau et de français. Et c'est vrai que sur le parcours, chaque fois que nous arrêtions à un endroit où il y avait eu autrefois un fort français, etc., on était très documentés, et on n'était pas pressés, si vous voulez, on hissait le drapeau français. Et par exemple, moi je suivais le parcours de Marquette avec les mémoires de Marquette que j'avais fait imprimer, que les jésuites m'avaient prêté. C'est passionnant. C'était à la fois un journal, un voyage sportif, dangereux, qui avait un sens, un hommage à quelqu'un et patriotique. Et l'Alaska et la Terre de Feu, deuxième Alors voyage. c'est après. Quand nous sommes arrivés à la Nouvelle-Orléans, par le Mississippi, pas tout de suite, comme ça, on a été reçus d'une façon extraordinaire. C'est un voyage qui a eu énormément de retentissement en Amérique, en France aussi d'ailleurs. Mon second, qui était dans mon canot, Philippe Montrieux et moi, on s'est dit, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et on a bavardé tout en avironnant, tout en avançant, et on s'est dit, tiens, Terre de Feu, Alaska en automobile. Voilà. Et c'est venu dans ce canot où on a décidé ça. Et dès que nous sommes revenus
en France, n'est-ce pas? Il se trouve qu'on a eu beaucoup de succès. On a été reçu par le président de la République, qui était à l'époque, j'ai oublié son nom, tiens. Et, ça devait être Vincent Auriol à l'époque. C'est Vincent Auriol, ouais. C'est ça. Eh bien, il y a eu de grands articles, des journaux m'ont demandé des 4 pages de reportage, etc. C'est comme ça que ma carrière a commencé, notamment avec Le Figaro, par exemple. Et puis, on a écrit un livre à toute allure, et tout ça a eu du succès, et ça nous a donné quelques subsides pour immédiatement reprendre le voyage suivant. Alors qu'à l'école, j'étais déjà marié et père de famille à ce moment-là. Voilà. Et vous sortiez des études. Les études, ça vous a pas tellement marqué, sauf un professeur, je crois, qui vous a marqué, qui est l'écrivain Marcel Jouhandeau. Marcel Jouhandeau. Ah bah oui. Ça, c'est même le seul. Oui, j'étais à Saint-Jean-de-Passy. Moi, j'ai été élevé dans des collèges religieux et à l'école des Roches, là. Voilà. Et Marcel Jouhandeau. Jouhandeau était prof de français à Saint-Jean-de-Passy, qui est encore un grand collège maintenant, d'ailleurs. Et il est là pendant 2 ans, parce que j'ai doublé une 6e, et naturellement. Et il nous donnait un amour de la langue française, une connaissance, puisqu'il, lui, il l'aimait tellement qu'on ne peut pas imaginer ça. J'ai toujours salué Jacques Jouhandeau à cause de ça. Je lui dois la langue que j'emploie. Et j'estime, et je le dis sans vanité, je parle, j'écris, je parle un mauvais français, comme tous les Français maintenant, mais j'écris un très bon français. Grâce à Jouhandeau, qui a été à l'époque un écrivain contesté, parce qu'il était homosexuel, pour des tas de raisons. Maintenant, il passerait inaperçu totalement. Écoutez, on n'en savait rien du tout. Alors, c'est un sujet dont personne ne parlait de ce temps-là. Hein. Oui, on était tranquille. Oui. Et vos études, vous n'aviez pas envie de faire un parcours classique comme votre père, qui était, je crois, directeur général. C'est pas que j'étais pas envie, c'est que j'étais incapable. J'étais un mauvais. J'avais horreur des études. J'étais fugueur. Je foutais le camp. Et c'est comme ça. J'ai quand même eu mon premier bac. Oui. Et le second, j'en avais tellement assez. J'ai été reçu. Il a fallu que je redouble. J'ai été reçu à la première partie. Il y en avait 2 à ce moment-là, qui étaient l'écrit et l'oral. Ça m'a tellement embêté que je me suis pas présenté. J'étais regardé. Robin des Bois qui venait d'arriver au cinéma. Voilà. C'était après la guerre, voilà. Je me suis fait, croyez-moi, un peu engueuler par mon père. Oui. Ce qui fait que je n'ai pas fait d'études universitaires. Je ne m'en plains pas, mais je ne dis pas que c'est intelligent. Parce que les études universitaires vous donnent, c'est la seule chose d'utile qu'elles vous donnent, je crois, c'est la façon de faire marcher sa cervelle. Et vous l'avez fait autrement. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 2 mai 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean Raspail. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de l'écrivain Jean Raspail. Les Pickendorf vient de sortir chez Albin Michel, on va en parler. Mais surtout, j'ai une autre date très importante pour vous, Jean Raspail. C'est le 2 mai 1981. Paraît un livre qui s'appelle « Moi, Antoine de Tounins, roi de Patagonie ». Et c'est un livre qui a beaucoup de succès et qui surprend à l'époque tout le monde. À l'époque, en plus, il a le grand prix du roman de l'Académie française. Exactement. Je m'y attendais absolument pas, je dois dire. Bon, je veux bien vous parler un peu de ça, mais il ne faut pas que je me laisse entrer là-dedans, sans ça on y est encore dans 3 jours. Au cours du raid de Terre de Feu Alaska, nous sommes passés par Buenos Aires, nous avons été reçus par l'ambassadeur, et on a tout fait, on a été jusqu'à tout en bas de la Terre de Feu en voiture. C'était déjà un gros exploit, et on a remonté jusqu'en Alaska quand même, c'était pas mal. Surtout à une époque où il y avait très peu de grandes routes, et des pistes assez mauvaises. Bon. Et l'ambassadeur nous dit, mais est-ce que vous connaissez le roi de Patagonie? Je dis non, absolument pas, je n'avais jamais entendu parler de lui. Et c'est lui qui m'a dit qui était ce personnage. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à lui et de beaucoup à la Patagonie. Voilà. Oui, car c'est un royaume éphémère, je crois. Alors, oui, non, il n'était pas si éphémère que ça. Il l'est aujourd'hui, mais du temps d'Antoine de Tounins, non. Antoine de Tounins, pour aller vite,
était un fils de paysan périgourdin. Son père était un riche paysan, et lui, il était plus ou moins avoué, c'est-à-dire un genre d'avocat. Voilà. Et il était complètement mégalo, il avait des défauts, mais il avait une imagination qui travaillait tout le temps, n'importe comment, et il s'est dit, il faut que je sois roi. Et il a pris, c'est lui qui le raconte dans sa mémoire, hein. Il a étudié tous les pays, tous les continents étrangers, et il s'est aperçu qu'en Patagonie, il y avait un certain nombre de tribus qui étaient sous l'égide des Argentins ou des Chiliens, et il a dit, je vais aller les aider, je serai leur roi. Il avait 2-3 copains qui avaient dit qu'il partait de son âge, il avait, disons, trentaine d'années, et qui étaient décidés à partir avec lui, mais qui, le sachant complètement un peu déréglé, un peu, comment on appelle ça, mythomane, oui. C'est ça, l'ont laissé tomber, et il est parti tout seul, avec son uniforme d'amiral Patagon qu'il avait fait faire à Paris, une monnaie qu'il avait fait chez Hermès, oui. Et en plus une constitution déjà imprimée, qui était tout simplement la constitution de Louis-Philippe. Bon, et donc vous avez fait un livre à partir de ça. Il est parti, oui. Et chose étrange, il a pu se faire reconnaître par un certain nombre de tribus, parce que c'était un hableur, il disait des tas de choses étonnantes. Ça. Il a dit qu'il était cousin de Napoléon III, et que Napoléon III les aidait. Et il a été vraiment proclamé roi par 4 tribus. Il a été roi d'Araucanie. C'est la Patagonie aussi. Après quoi, il a annexé la partie chilienne, la partie argentine, pardon, de l'Araucanie, qui s'appelle la Patagonie. Voilà. Et il est resté roi 6 semaines. Il a fait un gouvernement, avec des ministres qui ne connaissaient rien du tout. Il y avait un Indien qui était ministre des Postes, l'autre ministre des Armées, etc. Tout ça était dans sa tête, mais pas dans la vérité. Mais il a été roi pendant 6 semaines, véritable roi, jusqu'au moment où il a été trahi et vendu par la tribu des Mapuches, qui est une des tribus argentines qui l'avait consacré comme roi, et qui les a vendus à l'armée chilienne. Il a été trahi, arrêté, et il y a eu un procès dont il a été très brillant. On lui a demandé, comme Christ, êtes-vous le roi? Il a répondu, oui, je suis le roi de Patagonie. Voilà. Et puis la France l'a rapatrié, et tout, il est revenu en France, où il a continué à jouer ce jeu de roi sans royaume. Mais il en avait eu un. Et il l'a fait avec courage. Voilà. Alors, le reste de sa vie est un peu une sorte de, comment dire, d'opéra ou de pas très sérieuse. Mais, oui, mais comme Ferdinand voilà. Lope qui... Alors, il est mort en 1860, n'est-ce pas? J'ai écrit donc sa vie, mais j'ai surtout sillonné la Patagonie dans tous les sens par la suite, et notamment toutes les régions de la terre de feu. Oui, c'est des régions qu'on va pas souvent. Et qui faisaient partie théoriquement du royaume de Sa Majesté. Et puis, j'ai publié le livre qu'il y a eu, dont vous venez de citer, et je vais vous citer, et puis j'arrête là, excusez-moi, la dernière ligne de ce livre, moi, Antoine de Tounas, roi de Patagonie. Et je disais, et le livre va se terminer, et je me considère comme un fidèle du roi Antoine de Tounas, et je serai jusqu'à ma mort vice-consul de Patagonie au service du roi Antoine. Bon, c'était simplement une sorte de, comment dirais-je, d'explosion qui m'a tenu à la fin de ce livre, après l'avoir écrit, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ce mot a dit, oui, fait que le consul général de Patagonie, titre que je m'étais opté, est devenu une sorte de,
comment dirais-je, d'image de marque. Oui, le royaume s'est reconstitué immédiatement, et subitement, sans aucun appel, sans rien du tout. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des gens Oui, qui sont des membres du Conseil général de Patagonie. Il n'y a pas de Conseil général de Patagonie. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de règlement. C'est un pays où tout, comme disait un journaliste récemment, tous les sujets patagons pensent exactement la même chose, mais ils ne se rencontrent jamais. Oui, donc c'est un royaume qui n'est pas éphémère, mais qui est parallèle, mais qui a actuellement des milliers et des milliers de gens. Je sais que nous avons plus de 700 vice-consuls en France et à travers le monde. oui, qui ont joué le jeu complètement. Complètement. Ouais. C'est un jeu, vous avez raison. Mais comme tous les jeux que jouent les enfants, eh bien, on ne peut jouer que si l'on joue sérieusement. Tout à fait. Bon, je peux citer très en vitesse, c'est signaler qu'il y a 4 généraux français, que je ne citerai pas, qui sont sujets patagons depuis longtemps, qu'il y a un évêque, que je ne citerai pas, de nombreux prêtres, un nombre incalculable de juristes, etc. Qui sont des PDG du CAC 40, etc. Et pourquoi ? C'est la question que je posais à un académicien. Pardonnez-moi, j'ai des trous de temps en temps. Qui écrivait dans le Figaro, très connu. Et il me dit, écoutez, Omar Aspa, comment on fait pour devenir Patagon ? C'est un académicien ultra connu. C'est lui qui écrivait dans le Figaro tous les jours une petite notice. Et je lui dis, écoutez, mais ça ne nous apportera rien. Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Pour vous, vous êtes au sommet de tout. Et il m'a répondu cette phrase qui a fait le tour de la Patagonie. Il a dit, pourquoi ? M'a-t-il dit très sérieusement, c'est parce qu'il y a plus de Patagons qu'on ne croit. Et il y en a un qui aurait pu être membre de votre consul de Patagonie, c'est Saint-Ex, qui disait la Patagonie possède un supplément d'âme, Saint-Exupéry. Il avait découvert la Patagonie, pour lui, c'était quelque chose d'important. Oui. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle dans notre monde, on a de plus en plus besoin des Patagons, Jean Raspail. Mais la Patagonie, le royaume de Patagonie, c'est une sorte de rêve, n'est-ce pas ? Mais de rêve véritable. C'est très... On ne peut pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi elle a un tel succès actuellement. Qui devient quasiment mondial. Alors, il y a aussi un autre livre qui a fait encore une fois, je vous dis que ce n'est pas une affaire financière, rien du tout. On est d'accord. Il n'y a pas un sou dans n'importe quelle caisse. Hein. Alors ça, je sais. Alors, il y a un autre livre qui a beaucoup fait parler en son temps et qui vous a valu pas mal d'ennuis pendant 30 ans et qui est aujourd'hui et d'actualité, c'est le Camp des Saints. Car tout ce qui se passe dans l'actualité sur les migrants, Jean Raspail, vous l'avez écrit dans ce livre, voici pas mal d'années. Oui, le Camp des Saints. Bon, en effet, il m'a valu beaucoup d'avanie, c'est vrai. La gauche ne m'a pas, surtout la gauche, je veux dire, ne m'a pas laissé tranquille. Mais tout le monde me fiche la paix maintenant, y compris la gauche. Quand un académicien de gauche, ma mémoire est très mauvaise en ce moment, très très connu, naturellement, très connu, a écrit dans Le Monde, il y a peu de temps, un an avant sa mort, il y a 1 an et demi, et a écrit « Il faut laisser tranquille Jean Raspail, car il a eu raison ». Oui, car dans ce livre, vous imaginez 1 million de boat people qui débarquent chez nous. Oui. Et ce qu'on ne pouvait pas imaginer... En bateau, avec des bateaux qui viennent s'échouer sur les rochers et sur le sable. Et tout ce livre a été écrit à Boulouris, sur la côte méditerranéenne, là, voilà. Et il se trouve que par la suite, des vrais bateaux de migrants se sont échoués à Boulouris et a commencé le fait que j'étais un prophète. Un historien du futur, même. Oui, un historien. Eh bien, je veux vous dire que tous mes livres se construisent comme ça. La première phrase arrive, mais je ne la connais absolument pas. Elle est venue comme ça toute seule. Et après, elle entraîne d'autres phrases. Bon, alors, le Camp des Saints, tout comme La Miséricorde et d'autres livres,
ce n'est pas moi qui les ai complètement écrits. Je les ai écrits, bien sûr, mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit en moi et qui fait que les choses deviennent plus nettes, plus faciles ou plus étonnantes. Voilà. Vous avez dit que si ce livre sortait aujourd'hui, Jean Raspail, vous seriez poursuivi en justice pour 87 motifs. Oui, j'ai même fait exprès de le dire, oui. Parce qu'il y a de quoi faire des procès, ce qu'on n'imaginait pas à l'époque. Oui, oui. Vous avez été houspillé, mais il n'y a jamais eu de procès contre vous. Quand le camp des saints est paru, il n'y a pas eu de procès. C'est par la suite que c'est arrivé. Et on ne pouvait pas m'en faire parce qu'on ne peut pas revenir. Non, il n'y en a jamais eu. Mais c'est quand on a publié la 2e édition, qui s'appelle le camp des saints, suivi de Big Other. Big Other, c'était comme Big Brother? Ben Big Other, Other c'est l'autre. Oui. Alors vous savez bien qu'on n'arrête pas de nous bassiner avec l'autre. Il faut aimer l'autre, il faut aider l'autre, et l'autre a besoin de vous. Et donc j'ai fini par trouver qu'il commençait à nous encombrer, l'autre, et c'est pour ça que je me suis permis d'imiter Wells et de dire non pas Big Other, voilà. C'est-à-dire le Big Other, le gros emmerdeur, quoi, l'autre. Alors, il y a Big Brother, justement, il y a quelqu'un qui l'a chanté, c'est Bernard Lavilliers. Des vrilles dans les dents, les paupières brûlées, Il a voyageurs du chanté septembre, Big Brother ou Big Brother? Big Brother. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais en même temps, c'est l'inverse. Ah, oui. Aujourd'hui, oui. on parle de Big Brother, Oui. comme on parle plus que d'autres choses. Et l'expression Big Brother, au départ, c'était grand frère, c'était rien d'autre. Ça a beaucoup évolué. Oui. Et finalement, vous regrettez d'avoir écrit ce livre trop tôt? Pardon? Vous regrettez d'avoir écrit ce livre un peu trop tôt, Non, Le pas camp du des tout. saints? Je trouve au contraire qu'il était temps. Il était temps. Oui. Et aujourd'hui, il pourrait encore être d'actualité si un éditeur le ressortait. Pardon. Si un éditeur le sortait, je suis sûr que ce serait un livre tout nouveau. Le camp des saints. Si j'en écrivais un autre. Non, si le camp des saints sortait aujourd'hui dans sa version originale, ça ne choquerait plus du tout. Mais il est sorti en 2011. Oui, mais Il n'y en a fait aucun problème. ben voilà. Ça n'a fait aucun problème, sinon qu'il a fallu que je fasse un procès au successeur de Robert Laffont, Oui. c'est-à-dire un prince italien qui gouvernait les éditions Laffont, on ne sait pas pourquoi, et qui refusait d'éditer la nouvelle version avec les préfaces. Voilà. Et parce qu'il avait peur. Il avait tort. Et il y a un très grand avocat, ultra connu, je vais lui laisser tranquille là, ultra connu, qui a pris l'affaire en main et qui a démontré à cet Italien qui dirigeait Laffont que s'il refusait, il allait à la catastrophe. Il s'est replié et le livre a été publié. C'est pour ça que j'avais mis en exprès, si vous voulez me condamner, vous trouverez les motifs dans toutes les pages. C'était un peu pour une, comment dirais-je, c'est une bravade. Oui, c'est bien. Vous aimez les bravades, Jean Oui, Raspail? beaucoup. Oui. Beaucoup. La réédition du camp des saints est une bravade. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans le monde dans lequel on vit, dans ce pays surtout, il y a tant de choses qui sont difficilement admissibles. Je ne fais pas de politique. Et il faut des bravades de temps en temps. Oui. Bon, moi, je fais des bravades de temps en temps. Ici, à Sud Radio, nous parlons vrai, et on va continuer à parler vrai entre nous avec une autre date, le 7 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Raspail. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean Raspail. 7 novembre 2019, sortie d'un livre, Les Pickendorf, chez Albin Michel. En fait, c'est la réédition d'un livre qui s'appelait Oura Zara au départ, mais qui n'avait rien à voir avec la marque de vêtements, Jean Raspail. Et qui n'avait rien à voir avec? La marque de vêtements. Ah oui, non, oui, c'est ça. On ne s'était pas aperçu qu'il y avait un prêt-à-porter féminin qui s'appelait Zara. Oui. Bon, mais le livre avait déjà eu un certain succès. Puis,
j'ai voulu le rééditer parce qu'il y a un motif pour moi. On l'a réédité en lui donnant un nom moins ridicule que Zara et les Pickendorf. Ce sont les héros de ce livre. Ce sont des gens qui ont tous la même origine, disons baltique ou lointaine, n'est-ce pas, ou visigothique, enfin, disons d'origine, et qui se sont répandus dans toute l'Europe, aussi bien allemande qu'anglaise, etc., et qui sont restés soudés les uns aux autres, et qui formaient, au moins dans l'Empire allemand à un moment, une sorte de petite principauté indépendante, mais répandue à travers le monde entier. Et les Pickendorf ont des, comment dirais-je, des qualités, le sens de la vie qui comment dirais-je, qui n'est plus celui dans lequel nous sommes. Alors pourquoi justement ce livre ? Je l'ai réédité parce que les Pickendorf, comme pour moi, attention, j'ai inventé le nom, mais j'ai rencontré en Germanie ou ailleurs beaucoup de personnages, en France aussi d'ailleurs, ou en Angleterre, qui avaient le caractère Pickendorf. C'est-à-dire ? Non, je ne vous le dirai pas, il faut le lire. D'accord. C'est trop compliqué. Le caractère. C'est-à-dire, ben oui, l'honneur existe. Par exemple. Oui, mais en même temps, ce livre, c'est une façon de raconter l'histoire de l'Europe, Jean Raspail. Je raconte l'histoire de ce... Écoutez, encore une fois, ça m'est venu comme ça, ce livre. J'étais parti sans aller complètement jusque-là. Et je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je faisais. C'est que j'ai décrit sans le vouloir, et avec un certain enthousiasme, ce qu'aurait dû être la vraie Europe. Et pas cette espèce de stupide, comment dirais-je, conglomérat de Bruxelles. À Bruxelles. Oui. La vraie, parce que quoi ? Les Allemands, qu'est-ce que c'est ? Bon, et puis ce sont des Européens, les Français. Oh, ben les autres aussi. Qu'est-ce qu'on fait de Charlemagne et de l'Empire ? Est-ce que c'est pas lui qui a fait les premières écoles en Europe et tout ? Et des choses comme ça ? C'est Charlemagne. Après, on a changé de langue, on s'est dispersé. Mais nous sommes tous des Européens, nous sommes, sinon frères, pour le moins cousins. Les Pickendorf, c'est ça. Alors, dans ce livre, il y a plusieurs personnages. Il y a une tante qui chassait les sous-marins allemands. Ça, c'était un personnage auquel vous tenez et qui a sans doute existé pendant la guerre, Jean Raspail. Il y en a eu. Il y a les Crozes. Qu'est-ce que c'est, les Crozes ? Les Crozes, les Crocs. Oui. C-R-O-W. Oui. C'est une tribu indienne du Montana qui existe toujours et qui est toujours francophile. Alors, ils sont encore relativement nombreux. Montana, vous savez où c'est ? C'est au nord-ouest des États-Unis. Oui. Voilà. C'est pas au bord de la mer. Hein. Et ils ont été découverts par les Français. Parce que il n'y a pas que les gens qui sont arrivés en aviron et en canot. Il y a ceux qui sont arrivés en marchant et tout. Il y a beaucoup d'explorateurs qui ont découvert les Andes et les tribus là-bas. Et comme ils avaient une peur bleue des Anglais qui les traitaient très mal, quand ils ont vu arriver les Français, qui se conduisaient d'une façon vraiment étonnante, très, 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 très sympathique à l'égard des Indiens, immédiatement, les tribus, il y a les Crocs là, puis il y en a d'autres à côté, des tribus, qui se sont mis à aimer les Français. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. À telle enseigne qu'il y a... Enfin, c'est pas la peine, ça je sors encore demain matin. Et... il y a un Pickendorf qui... Un Pickendorf qui était dans le... Non, un Pickendorf français, disons un vicomte de Pickendorf, puisqu'il y a les deux Pickendorf, les Pickendorf, qui sont des nobles britanniques, et les von Pickendorf, voilà. Mais un Pickendorf français, au moment de la Révolution, a filé, n'est-ce pas ? Il s'est exilé. Et il était officier, il a filé.
il est arrivé chez les Crocs qui l'ont accueilli. Et il est resté, il a vécu chez les Crocs, il a encore des descendants, il s'appelait Pickendorf, mais c'était trop difficile à prononcer pour les Crocs, qui l'ont anglicisé en disant Pickendorf. Voilà. Alors, ce roman, Jean Raspail, Oui. vous partez d'un personnage qui est Frédéric de Pickendorf, Oui. qui est soi-disant un ami d'enfance. Vous Oui. avez imaginé pourquoi cette situation? Je ne l'ai pas imaginé, elle existe. Attention, mon cher ami, attention. Il y a énormément de récits qui sont basés sur quelque chose que j'ai entendu ou vu. Hein? Il y a un peu de rajout par moment, je suis un écrivain, mais attention, c'est pas la semaine de Suzette. Hein? Non, je vous assure que ces gens-là, oui, et c'était un camarade de classe, oui. Oui, un camarade de classe que Oui. vous retrouvez dans ce Oui. livre régulièrement, Oui. et dont la devise est « Je ne cède plus C'est je ne... ». Cède plus. Je ne Il y céderai a jamais. celle-là, mais la vraie devise de Pickendorf, et la mienne d'ailleurs, Oui. c'est « Je suis SUS ». Je suis d'abord mes propres pas. Ce qui veut dire que je les suis, c'est moi, et que je les suis parce que je marche derrière mes pas. Oui, vous n'êtes même pas quelqu'un qui fait un message politique. Pas du tout. Vous vous défoulez en écrivant, Jean Raspail. Exactement. Parce que vous avez besoin d'écrire Oui. pour dire ce que vous pensez. Tous mes livres écoutez, je veux pas parler de moi, j'en ai assez, mais tous mes livres, en effet, en grande partie, je les aime et on les apprécie, ils ont du succès, parce que justement, ce que j'écris, ce n'est pas de la politique, il n'y en a aucune, mais c'est simplement que j'ai un certain nombre de convictions. Et nous sommes des millions à avoir des convictions semblables, n'est-ce pas? Ce sont les miennes, elles sont semblables à celles d'autres gens, mais beaucoup qui sont contents de les retrouver dans les livres d'un écrivain. Oui, ce qui est rare aujourd'hui, parce que Oui. défendre ses convictions, ça a toujours été le but de votre carrière. Non, oui, pour certains. Il Oui. n'y a pas eu beaucoup d'écrivains à conviction. Il y en a eu, mais enfin. Mais la conviction qu'on fait passer non pas avec un message politique, mais avec des histoires. Oui, tandis que c'est des convictions, mais ce n'est pas de la politique. Voilà. Alors, vous racontez aussi vos voyages dans ce livre. Et il y a un voyage qui m'a beaucoup frappé, Jean Raspail. Vous avez dirigé jadis, en 1954, une expédition française sur les traces des Incas. Pour les Français, les Incas, c'est le temple du soleil. Pour vous, c'est autre chose. C'était une expédition qui était d'ailleurs, en effet, sous le patronage du président de la République. C'est une expédition avec des camions tout-terrain qui ont sillonné les Andes et les plateaux autour du lac Titicaca. Oui. Le lac Titicaca, c'est un lac qui est très élevé dans le nord du Pérou, et où sont nés non pas les Incas, mais les Quechua. Les Quechua, ce sont les Indiens de là-bas, voilà. Et les Incas, c'était des Indiens également, c'est même pas une tribu, qui sont descendus là-bas et qui ont pris le gouvernement parce qu'ils étaient très intelligents. Voilà. Mais à l'époque, faire des voyages comme ça, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait Mais pas les Internet. Incas, il n'y en a plus depuis longtemps. Hein. Oui, mais en même temps... Ça ne veut rien dire. Un Inca, c'est un empereur. En Oui. fait, ce sont des Quechua. Voilà. D'accord. Ce qu'on ne dit pas dans le temple du soleil d'Hergé, d'ailleurs. Ah oui, il y a le temple du soleil, bien entendu. Et alors, ces Incas, ils avaient quand même une particularité. Ils avaient mis en place un système monétaire. On ne payait pas d'impôts. Oui, mais ça, écoutez, c'est pas moi qui l'ai étudié. J'ai été étudier ça avec un explorateur français, professeur agrégé très haut, qui a parcouru beaucoup le Pérou et qui m'a un peu informé quand même. Oui, mais en même temps, vous avez fait des voyages, Jean Raspail, en un temps où c'était beaucoup plus difficile d'aujourd'hui. Quand on se perdait, on était perdu. Il n'y avait pas de téléphone portable pour vous repérer. Eh ben, heureusement. C'est aujourd'hui qu'on ne peut plus voyager. Pourquoi ? Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, il y a trop de gens. Enfin, je ne veux pas critiquer ceux qui voyagent, pas du tout, ils ont raison. Mais les voyages étaient
était superbe quand on avait l'impression d'être les premiers à venir, à arriver, ou d'être seul à y être venu, ou de savoir plus que les autres. Maintenant, c'est fini, ça. Tous les magazines sont pleins de récits de droite et à gauche, etc. Non, non. Je suis... Qu'est-ce que je veux dire, là ? Les voyages d'autrefois ont été tués par le tourisme de masse. Voilà. Mais en même temps... Je ne veux pas dire qu'il n'existe plus, ces voyages. Oui. Mais le plaisir qu'on en retire, le rêve que l'on a, l'émotion que l'on a, tout ça a été bousillé par le tourisme de masse. Mais vous avez pris des risques aussi avec ces voyages, Jean Raspail. Oui, mais maintenant on en prend. Oui, oui, j'ai pris des... heureusement, oui, oui. Ça vous gênait pas ? Non, si on se met à l'aventure, c'est comme ça. Hein. Et alors, il y a dans ce interrogez donc un jour Sylvain Tesson, il vous répondra exactement de la même façon. Oui, c'est un peu un fils naturel, Sylvain Tesson, pour vous, Jean Raspail. Non, c'est pas mon fils naturel. C'est un compagnon maintenant, étonnant. Ah bon, vous oui. Vous le voyez régulièrement ? Bien sûr. Ah oui, sûr. Il était écrivain de marine aussi, lui. Oui, comme vous. Oui. Alors, il y a aussi, dans ce livre, vous citez le capitaine Fracasse. Ah Théophile Gautier. Voilà. Ça vous a marqué, ça ? Écoutez, je le lis tous les ans. Chaque fois qu'on m'en parle, je recommande aux lecteurs de se préoccuper de trouver un capitaine Fracasse. Je crois qu'il y en a dans le poche, non pas, mais quelque chose là, et de le lire. Et ils le liront 50 fois. Pourquoi ? Parce que c'est un livre... Ici, on a un peu de comment dirais-je, de gaieté, d'humour. Si on fraternise un peu avec les mœurs, les façons d'autrefois, hein, parce que le capitaine Fracasse, ça se passe sous Louis XIV au début. Ça, oui. Voilà. Voilà. Si on entre dans ce domaine et qu'on le comprend, on nage dans un bonheur extraordinaire. En plus, la langue de Théophile Gautier est magnifique. Et il y a Jean Marais qui a joué le capitaine Fracasse. Oui. On peut être baron et sans fortune, monsieur. Comme on peut être comédien de mérite et sans engagement. Rien que les 4 lignes du début. Avant, je savais par cœur, mais maintenant j'oublie. Mais rien que les 4 lignes du début, ce qu'on appelle... le prologue. Non, pas le prologue. Oui, ça porte un autre nom. L'incipit. Oui. L'incipit, le début d'un roman. L'incipit. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On tombe là-dedans. Et vous n'êtes pas le seul, car Jean Marais, son film a fait plus de 3 millions d'entrées quand il a refait le capitaine Fracasse au cinéma. 3 millions d'entrées dans les années 60, c'était beaucoup. Oui. Alors, il y a un autre livre qui ressort aussi, c'est L'Anneau du pêcheur, chez Albin Michel. Et là, il y a un pape Benoît qui n'a rien à voir avec le pape Benoît XVI. Non, pas du tout. D'ailleurs, je dirais, je confierais à mes auditeurs le fait que je ne parle jamais du pape Benoît. Je dis Monsieur Benoît. D'accord. Ça me suffit pour lui. Et L'Anneau des pêcheurs, c'est un livre... Il y a 2 papes. Voilà. Il y a 2 papes, il y a deux papes, mais ça se passe au moment du grand schisme. Oui, voilà. Il y a très longtemps, en Avignon. Oui, il y a très longtemps. C'est l'arrivée à Rome du pape, qui est très mal vu par les noblesses, qui comment dirais-je, lui prendre de l'argent. Le pape part avec tous ses cardinaux à Avignon, qui appartenaient à la papauté d'ailleurs, et s'y installe, voilà. Bon. Et ce livre est en avance sur son temps, comme tout ce que vous avez fait, Jean Raspail. C'est-à-dire que ce livre, aujourd'hui... Non, là, j'ai pas inventé, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais en même temps, vous êtes le premier à avoir raconté ça. Peut-être, mais quand j'ai lu l'histoire, c'est que j'ai appris, dans cette ville dont le pape avait été l'archevêque, le pape avait été archevêque, n'est-ce pas, qu'il y avait un autre pape qui circulait dans les sentiers et dans les endroits les plus cachés des montagnes de ce pays. Oui, c'est ça, l'Aveyron. Voilà. Et c'est vrai.
Et encore maintenant, encore aujourd'hui, la légende se transmet encore entre les... et en patois en plus, entre les gens de là-bas, sur le fait qu'on a rencontré encore un personnage qui circulait tout seul, avec un bâton, etc., et une cape, et qui devait être le fameux pape. On y pense encore maintenant. Et quand j'ai appris cette histoire, je me suis précipité, j'ai interrogé au début les habitants, et il est exact que j'ai bâti quelque chose. Voilà. L'anneau du pêcheur, au départ, c'est l'anneau du pape, l'anneau papal. Oui, bien entendu, oui. Ce qu'on sait peu aujourd'hui. Oui. Et encore une fois, c'est une façon de raconter une histoire en partant de faits vrais, authentiques. Oui, mais c'est vrai que on nous disait l'antipape, enfin le pape français, il s'appelle Jean Carrier, a été obligé de s'incliner à un moment sous la pression des autres pays. À ce moment-là, il a pris le maquis. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai pris la suite. C'est-à-dire, il n'y avait pas de fin. On ne savait plus ce qu'ils étaient devenus, sauf... Et j'ai pris la suite. Et il a été dit au Vatican, où il a été, m'a-t-on dit, le grand succès de la procure du Vatican pendant longtemps, où on s'est dit que c'est sans doute comme ça que cela s'était passé. Parce que dans le livre, le pape schismatique, pas schismatique d'ailleurs, mais enfin, le pape le second, rejoint Rome pour mourir là-bas. Et il est accueilli par qui? Par le vrai pape, voilà. L'avenir du monde... Il y a des gens qui ont des larmes qui coulent, paraît-il, quand ils arrivent à la conclusion. Eh bien, moi aussi. C'est un livre que je relis au moins une fois par an. L'avenir du monde, est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une renaissance, Jean Raspail? Ça, je ne peux pas penser à ça. Faut laisser ça à tous les centaines de grands spécialistes de l'écriture qui vous diront ça très bien. Je n'en sais rien. Mais en même temps, vous espérez cette renaissance? J'espère surtout la renaissance de ce qui est encore mon pays. J'ai dit ce qui est encore mon pays. Vous savez que j'ai double nationalité, moi. Oui, je suis français, mais je suis sujet de Sa Majesté, le roi de Patagonie. Oui. Oui, parce qu'il règne toujours. Il est mort, mais il règne pour l'éternité. Voilà. Et vous pensez que la Patagonie fait partie des éléments qui pourront un jour nous permettre d'aller vers cette renaissance? C'est pas impossible du tout. La Patagonie est une patrie de rechange et les Français ont besoin en ce moment, je ne fais pas de retape à aucun, parce qu'il y a bien d'autres choses, de patrie de rechange. Pourquoi croyez-vous que le Puy du Fou a une telle succès, qui est bien mérité d'ailleurs? Parce que c'est la France, la vraie. Hein? Eh bien, il se trouve que la Patagonie est plutôt française que patagone actuellement. Bon, c'est comme ça. Les Français sont fatigués de leur pays. Alors, je ne parle pas de leur gouvernement, je ne fais pas de politique, mais ils trouvent que leur pays n'est pas dans l'état dans lequel ils l'aimeraient. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et la première chose à faire, c'est de lire ces Pickendorf chez Albin Michel, de relire L'Anneau du pêcheur, et merci de défendre votre pays avec tant de conviction, Jean Raspail.